Et je crois qu'on est en ligne. Ouais, je vais juste... Amélie, c'est bon? On nous voit bien? Et entend, du coup? On a déjà 19 personnes connectées. Ah. Génial, génial. Bon, il est 59. Ah, super, merci. Ah, bon. On a les backstage qui nous parlent. Top. Merci du retour. Oui, il est 59. On va attendre un petit peu. Quand même. Mais vous êtes au bon endroit, en tout cas. Hop. Alors. Bonjour à tous. Du coup, je vois qu'il est 11 h. Bon, on va attendre 2 minutes hein, que tout le monde se connecte et que tout le monde soit bien là. Et puis comme ça, on va commencer. En tout cas, bienvenue Claire et bienvenue Juliette. Merci. Merci de m'accueillir. Merci à vous, surtout. Alors ouais, oui, je vois qu'il y a du monde qui se connecte. Bonjour à tous. On voit dans le chat, dans les questions sur le côté aussi. Alors. On était en train justement de se dire que c'était les nouveaux exercices, ça se prêtait bien à la situation et à la thématique du webinaire. C'est justement à distance tous ces nouveaux outils, ces nouveaux process. On est en plein dedans. Le webinaire, le nouvel événement. Oui. Bon, est-ce que là, je ne vois pas les participants. Est-ce qu'il y a de plus en plus de monde qui se connecte? On attend encore un petit peu. Ouais, je vois 27 personnes connectées. Ça monte tout doucement. Bonjour. Bonjour Yamina, bonjour Magali, bonjour Marjorie. Bonjour à tous. Écoutez, on va commencer gentiment. Déjà, alors c'est la 3e édition de ce webinaire qu'on fait chez Médecins Direct. On est super content de vous accueillir. On suit depuis quelques jours les inscrits. Alors on voit des habitués qui sont là à chaque fois. Merci beaucoup, c'est top. Et des nouveaux, des nouvelles têtes et des nouvelles personnes. En tout cas, merci à tous. On est hyper contents. On va essayer de tenir les timings. On a prévu 30 minutes. L'idée, c'est que ça ne soit pas trop long, que ça soit en tout cas une bonne introduction et d'ailleurs qu'on puisse en rediscuter avec plaisir s'il le faut. Je fais une petite précision. Il y a un onglet questions. Normalement, vous avez nos têtes sur la gauche et à droite, il y a un onglet chat et questions. N'hésitez pas si vous avez des questions au fur et à mesure de la discussion. Nous, on va y répondre au fur et à mesure des interventions et de Juliette et de Claire. Et à la fin, on se prendra un petit temps de toute façon pour répondre s'il y a besoin. Et de toute manière, si jamais on n'avait pas le temps, on vous fera un retour par mail. On échangera derrière sans aucun souci. Bon, allez, je vois 11h02, c'est ce qu'on s'était dit dans le filage. On va commencer. Écoutez, moi, je vais partir d'un premier postulat où je ne vais pas vous apprendre grand-chose, simplement vous dire qu'aujourd'hui, la Covid a profondément transformé nos manières de travailler, qu'on a des cartes qui sont vraiment redistribuées, qu'on a des enjeux qui sont différents à la fois pour tous les DRH, mais aussi pour les dirigeants. On doit composer avec des nouvelles règles. Déjà, on a cette fameuse nouvelle organisation du télétravail. Moi, j'ai jamais fait autant de réunions en visio que ces derniers mois. On découvre à mesure les petits intérieurs de chacun. D'ailleurs, bienvenue chez nous, bienvenue chez moi, bienvenue chez tout le monde. C'est des nouvelles façons de travailler. On a des horaires qui sont plus en plus souple. Ça aussi, c'est un des points qui change beaucoup. Il faut chacun jongler avec sa vie perso, avec sa vie professionnelle. Alors, ça ne veut pas dire qu'on travaille moins, ça veut dire qu'on travaille différemment. Et tout ça, c'est de nouvelles choses à apprendre parce que ça ne se fait pas comme ça. Et puis, bien sûr, il y a toute la partie sanitaire qui fait où il y a une responsabilité de l'entreprise, malgré tout, qui reste hyper importante.
sur les conditions justement de travail. Alors bref, tout ça pour dire que c'est pas simple, que en effet les cartes sont rebattues et qu'on se pose toujours plus de questions, surtout quand on doit manager et accompagner une équipe. Alors déjà, il y en a une toute première, c'est comment est-ce que je motive mes collaborateurs dans ce contexte à distance? Comment est-ce que je vais retenir les talents? Ça, Juliette pourra vraiment nous éclairer là-dessus parce que c'est encore plus difficile de les retenir, de les faire venir dans un contexte où on a moins de proximité, en tout cas physique. Donc, comment est-ce qu'on va développer de la proximité à distance, en visio, au téléphone, etc. Et puis, il y a un autre, c'est vrai qu'il y a des enjeux qui sont liés directement aux organisations, mais il y en a un autre qui, là, est lié vraiment au contexte et qui nous expose, en fait, à de nouveaux risques dont on n'avait pas l'habitude avant le confinement. C'est vrai il y a eu un gros isolement social pendant ces 3 mois de confinement. Et aujourd'hui, malgré tout, le rythme n'est pas revenu à la normale. Il y a encore énormément de collaborateurs en télétravail. Et malheureusement, ça nous expose à des nouveaux risques qui sont des risques psychosociaux sur lesquels, là, pour le coup, Claire pourra nous aider et nous éclairer surtout. Et c'est pour ça qu'on a organisé ce webinaire et qu'on est ravis d'accueillir donc Juliette Coyer, qui est responsable des talents. Pardon, Juliette, j'ai Tout va bien. Non, de votre poste, mais qui s'occupe des talent management chez Havas Group. Havas Media Group et nous avons Claire Lewandowski qui est la psychiatre chez Médecins Direct et qui va pouvoir aussi aborder tout l'aspect médical de nos sujets. On va commencer avec Claire du coup. Ok. On a donc bonjour à toutes les deux et commençons sur cette première partie. On avait des questions, alors c'est vrai qu'on a préparé un petit peu, en plus des questions que vous allez tous pouvoir nous poser. La première, c'était à votre avis, Claire, quels sont les impacts potentiels de la crise sur l'état psychique en fait, des collaborateurs? Alors, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui, nickel. Oui, c'est bon. D'accord, ok. Alors, pour répondre à votre question sur les impacts potentiels de la crise sur l'état psychique des collaborateurs, alors il faut savoir qu'on sait qu'il y a quand même plusieurs études qui sont en cours à travers le monde, que ce soit en France, au Canada, en Suisse, mais bon, malheureusement, on n'a pas encore les résultats. Ce qu'on sait, c'est qu'on peut déjà comparer quand même les effets psychologiques de la pandémie et du confinement à ceux d'une catastrophe naturelle. En population générale, c'est-à-dire pas seulement chez les soignants, en population générale, il y a une étude très importante qui a été publiée au mois de mars, donc dans le Lancet, qui est en réalité ce qu'on appelle une méta-analyse, c'est-à-dire qu'elle regroupe les résultats de à peu près 24 études qui ont été faites ces dernières années sur différents confinements à travers le monde. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a eu les résultats rapidement. Et ce qu'on sait, en fait, c'est que les conséquences, elles sont apparentées à celles d'un syndrome de stress post-traumatique chez certaines personnes. C'est-à-dire qu'on retrouve en fait un sentiment de peur intense, d'impuissance, de panique, des difficultés de concentration, des troubles du sommeil, un état d'alerte ou de colère permanent, et même chez certaines personnes, un état de dépression et des idées noires qui peuvent aller jusqu'au suicide même, ça peut aller très très loin. Et puis, on observe aussi une augmentation des consommations d'alcool, de tabac, de médicaments, de drogue sur des périodes comme ça de stress très intense. Alors, bien sûr, tout le monde ne sera pas impacté, n'est pas impacté avec la même intensité, mais on peut penser déjà que les personnes très fragiles, qui ont souffert par exemple d'un burn-out ou de dépression par le passé, peuvent à nouveau présenter ce type de problème. Ok. En effet, c'est des conséquences qui sont sérieuses et en tout cas pas à prendre vraiment. Ouais, ça a beaucoup d'importance. Et du coup, c'est vrai que on voit alors tous les problèmes potentiels qui sont liés auxquels on est exposé avec le télétravail notamment. Est-ce qu'il y a des avantages à côté de ça sur le télétravail? Est-ce qu'on y trouve aussi Oui, tout à fait. Tout à fait. Le télétravail, ce n'est pas nouveau. Ça se pratique bien sûr déjà depuis des années. Pour ses avantages, justement, autant du côté salarié que du côté de l'employeur. Alors, ce qu'on sait déjà, c'est qu'il permet quand même de réduire l'absentéisme et les retards, donc surtout dans les grandes villes, et qui permet aussi de mieux intégrer les personnes handicapées ou qui ont des contraintes familiales importantes. C'est aussi une économie de frais et de dépenses. Et puis, sur le plan psychologique, pour nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi une réduction du stress, entre autres grâce au gain de temps dans la journée et à l'absence de transport ou de bruit parasite.
dans l'environnement de travail. Et puis, il a aussi l'avantage de faire gagner en autonomie et en responsabilité. Ça, c'est surtout le cas quand le télétravailleur peut organiser lui-même son emploi du temps. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que voilà, on est un peu plus flexible par rapport à nos horaires de travail. Et il faut quand même savoir qu'avant le confinement, c'est des chiffres de 2017, on estimait à peu près à 17% de la population donc de salariés en télétravail et que ce chiffre est monté jusqu'à 70% pendant les mois de mars et avril, donc pendant le confinement. Ok, très bien. Oui. Donc, bien organisé et avec des précautions, on peut aussi y trouver son compte. C'est un peu ce qu'on peut comprendre. Est-ce que ça peut apporter du bien-être aussi, le télétravail? Oui, tout à fait. Alors, c'est pareil. Donc, il peut apporter du bien-être, le télétravail, mais à condition qu'il ne soit pas permanent et surtout qu'il soit contractualisé et encadré. C'est aussi ce dont on parlait en introduction. Donc, le problème qu'on a pu observer pendant le confinement, vous vous en doutez, c'est le manque de préparation et d'anticipation. Et donc, on a eu tout un tas de gens qui se retrouvaient à télétravailler dans leur salon, à côté de leurs enfants ou de leurs conjoints, sans véritable espace aménagé, sans le silence. Voilà. Ça a été quand même assez compliqué. Mais quand même, ce qui ressort en fait de l'évaluation de la qualité de vie en télétravail, c'est quand même une meilleure efficacité pour le salarié, un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et personnelle, une diminution de la fatigue, une amélioration de la santé globale et un plus grand épanouissement professionnel et surtout une économie financière. Donc, d'après tous ces éléments, on peut penser bien sûr que le télétravail améliore le bien-être. Oui, mais c'est sûrement pour ça aussi que je crois que les études montrent que 4 collaborateurs sur 5, après le confinement, revendiquaient le fait de vouloir faire en tout cas plus de télétravail. Alors, ça ne veut pas dire forcément 100% de télétravail, mais avoir plus de flexibilité dans l'organisation du télétravail. Et justement, est-ce que vous avez des recommandations, Claire, sur le sujet? Est-ce qu'il faut se méfier de le faire sur du long terme, les rythmes, voilà, qu'est-ce que… Oui. Tout à fait. Donc, au long cours, en fait, le télétravail, il faut faire très attention, surtout quand le salarié ne dispose pas du matériel ou de l'espace, en fait, adéquat. Donc, il peut y avoir, bien sûr, des conséquences physiques, donc, comme des troubles musculo-squelettiques, par exemple, chez les personnes qui n'ont pas une chaise de bureau adaptée, un bureau, un espace de travail adapté, travailler dans son lit ou dans son canapé, c'est pas du tout idéal. Mais sur le plan psychologique, on a aussi des effets négatifs, qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a vraiment observé des états d'épuisement professionnel, c'est-à-dire de burn-out, avec une charge mentale complètement découplée entre la gestion de la maison, des enfants, du conjoint, surtout pendant la période de confinement où on avait les enfants à la maison. Enfin, c'était vraiment très, très compliqué. Et puis, on a eu des personnes qui se sont mises à avoir beaucoup de mal, en fait, à poser les limites de leur horaire de travail, flirtant parfois avec une addiction au travail, qu'on appelle le workaholisme. Vraiment qui travaillaient des horaires à rallonge, qui ne dormaient pratiquement plus, ne mangeaient plus. Voilà, donc ça pouvait vraiment aller très loin. Donc, et puis une notion aussi qu'il ne faut pas oublier quand même au long cours, c'est que le télétravail isole le salarié et peut lui faire perdre le lien en fait avec ses collègues. Donc c'est pour ça que c'est important de trouver un équilibre satisfaisant autant pour l'employeur que le salarié par rapport à ce télétravail. D'accord, ok. Donc, en effet, prendre des précautions. Et comment est-ce qu'on peut l'accompagner? Est-ce qu'au quotidien, vous avez des conseils à donner sur comment est-ce qu'on accompagne son collaborateur en télétravail, justement? Oui, tout à fait. Alors, c'est possible donc de rendre le télétravail quelque chose de positif qui améliore le bien-être de son salarié. Alors, pour ça, il faut le préparer en amont, dans l'idéal, c'est-à-dire essayer d'organiser un poste de travail à la maison, pouvoir, pourquoi pas, procurer un ordinateur ou une chaise du bureau, ou voilà, discuter en fonction de ce que le salarié peut avoir aussi chez lui. Il faut définir des horaires de travail dans la mesure du possible ou bien poser des limites. Par exemple, si on voit que le salarié est présent sur une plage horaire très, très large, qu'il envoie des mails très tard le soir ou très tôt le matin, voilà, ça pourrait être, c'est aussi quelque chose à vérifier. Et puis de travailler aussi ce fameux esprit d'équipe, de collaboration donc entre les collègues, pour pas faire que du télétravail, mais d'alterner autant que possible avec des journées ou des demi-journées donc en présentiel, bien sûr en fonction des choses qui évoluent par rapport aux préconisations sanitaires dans le cadre de la pandémie. Mais en tout cas, autant que possible, d'essayer d'alterner les deux et de ne pas faire que du télétravail. Et puis, de façon générale, c'est quand même mieux de sélectionner en fait les candidats, les personnes concernées, et de proposer le télétravail vraiment aux employés qui sont le plus motivés et qui sont capables en fait d'avoir une certaine autonomie et une organisation au quotidien. D'accord. Si je devais un petit peu résumer, il faut être un petit peu agile et assez souple au final pour être bien à l'écoute
de ses collaborateurs d'une part, et en même temps des besoins de l'entreprise pour pouvoir adapter en fait le rythme. C'est vrai que moi, j'ai des amis qui, pendant le télétravail, ont vu leurs entreprises faire des subventions aussi pour s'équiper. Il y a plein de choses comme ça qui existent. Voilà. Oui. L'idée, c'est vraiment d'offrir les meilleures conditions de travail. Ok, merci Claire. Je vois l'heure qui avance. Oui. On va devoir s'arrêter là pour toute la partie, je dirais, l'aspect médical. Merci beaucoup pour votre intervention en tout cas. Je vais me retourner du coup vers Juliette. On va passer sur la partie vraiment métier. Juliette qui est vraiment au cœur de ces problématiques et à qui je voudrais déjà demander en premier lieu comment ça se passe. En fait, on a un peu envie de savoir concrètement au quotidien comment ça s'organise. Est-ce que déjà chez Havas, alors j'ai une partie de ma réponse que je sais que vous êtes chez vous aujourd'hui, mais est-ce que vous êtes 100% télétravail, une partie au bureau, une partie comment s'organise le quotidien des collaborateurs? Alors, historiquement, on était il y avait très peu de télétravail au sein de notre groupe. On était assez peu mature. Le confinement s'est révélé assez instructif puisqu'il y a eu une bascule quasi immédiate et très opérationnelle. Donc, pas de problème de performance, d'organisation. Après, c'est un contexte de confinement très particulier où, effectivement, en fonction de l'âge de nos enfants respectifs, c'est plus ou moins facile à supporter. Mais c'est une période à part. Là, on est sur un rythme qui va osciller entre 3 et 2 jours sur site et 3 et 2 jours en télétravail, en fonction des situations plus individuelles de chacun. Claire en parlait, il faut effectivement arriver à s'adapter. Nous, on a réouvert très vite nos bureaux parce qu'on est une agence de communication et donc c'est important, on est plusieurs agences de communication. Et ce collectif, il est déterminant dans la façon dont on peut répondre à nos clients et dans la production et le service qu'on va fournir. Donc, on est sur quelque chose qui, en fonction des entités et des contraintes sanitaires, c'est pour ça que la période de télétravail d'aujourd'hui, elle n'est pas représentative de ce qu'elle sera demain. Le travail sur site est moins agréable que ce qu'il était par le passé parce qu'effectivement, on a beaucoup de contraintes. Oui. Et on va avoir certaines équipes qui vont avoir des rotations d'une semaine sur l'autre et donc, ce n'est pas toujours le même jour. Donc, le cadre peut être parfois un peu difficile à accepter. Et d'autres équipes, on a moins de contraintes d'espace et sur lesquels on va être effectivement sur un choix de jours de télétravail beaucoup plus flexible. Donc, on essaye vraiment de s'adapter entre la contrainte de l'environnement, les contraintes sanitaires et les besoins opérationnels, mais on a beaucoup insisté sur cette possibilité de revenir au bureau. Et certains collaborateurs, on a beaucoup de jeunes pas forcément très bien logés dans Paris et qui, eux, voulaient revenir plus de 3 jours sur site. Et donc, eux, évidemment, peuvent revenir autant qu'ils le veulent. Et ce qui est important, et Claire le disait, c'est qu'effectivement, on voit qu'on a des demandes très différentes. C'est-à-dire que certains se verraient bien 100% télétravail, ce qui n'est pas compatible avec notre métier, et ça, on a été assez clair là-dessus. Et d'autres, à l'inverse, ne veulent surtout pas être en télétravail parce qu'il manque toutes ces relations informelles qui font la vie de bureau et qui sont extrêmement importantes aussi à l'équilibre. Et du coup, ça se fait, je dirais, par équipe avec le management Oui, en fait, on a un cadre général qui est donné par le groupe de ces fameux 3 jours 2 jours ou 2 jours 3 jours en fonction des situations. Et ensuite, chaque manager va pouvoir adapter. On a aussi la difficulté de certains équipements qui ne sont pas transportables. Les graphistes travaillent sur du gros matériel avec pas mal d'accessoires. Mais ça, effectivement, c'est moins facile de le déplacer d'un endroit à l'autre. Et dans d'autres pays, on est encore en 100% télétravail parce que les contraintes sanitaires sont trop fortes. Oui, ça dépend. Enfin, vous êtes vraiment vous adapter en fonction. Exactement. Ça marche. Est-ce que vous avez ressenti une baisse de motivation depuis, voire même de productivité ou de performance? Enfin, comment Alors, pas tel quel. Il y a plus des nouveaux repères à trouver. Et je trouve qu'effectivement, la période qu'on est en train de vivre, et parce qu'en plus, elle n'a pas de fin annoncée, elle bouleverse un peu les choses. Alors, je ne sais pas si Claire a un éclairage là-dessus, mais moi, je suis assez étonnée, c'est qu'on nous demande toujours plus de cadres, alors que moi, je trouve qu'on est déjà submergé de contraintes et de règles. Et effectivement, il y a une demande assez forte de pouvoir bien définir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, alors que nous, on peut avoir tendance à privilégier un peu de flou parce que ça permet de mieux adresser les situations individuelles. Donc, il n'y a pas de difficulté de motivation, il y a plus une difficulté à réinventer des façons de faire, notamment pour animer les équipes. Une fois encore, c'est très facile quand on est tous dans la même situation, donc 100% d'une équipe en télétravail, et c'est plus difficile quand dans une équipe, on va avoir des gens qui sont là le lundi, d'autres qui sont là le mardi,
Et donc, une animation d'équipe en visio, ça marche. Mais c'est quand même moins sympa parce qu'on n'a pas ce côté informel de moments partagés et qui ne peut se faire qu'en live. On a tous fait des apéros WhatsApp pendant le confinement, c'est quand même moins sympa, quoi. Ah ouais, c'est vrai que le chin, il manque. Je suis d'accord. Ouais. Et même d'un point de vue recrutement aussi, ça doit être compliqué. Enfin, comment recruter à distance, c'est tout un autre parcours aussi. Il y a des choses qu'on doit moins sentir. Enfin, pour le coup, vous êtes bien placé, j'imagine, pour… Alors, c'est un peu des deux. C'est-à-dire qu'en fait, on faisait déjà une partie de nos entretiens à distance, donc ça fonctionne assez bien. Je dirais que finalement, la partie la plus difficile dans le contexte, c'est de s'adapter plutôt sur l'entretien avec masque, qui pose une autre question. Mais les deux sont assez complémentaires. J'ai l'exemple assez récent d'un candidat où, quand on a débriefé des premiers entretiens, on disait non, mais en fait, il y a un truc qui n'allait pas. Il était très imposant dans la partie visio. Il laissait pas beaucoup de place aux autres. Et puis, on a provoqué un entretien physique, donc cette fois avec masque et de la distance. Et finalement, on a vu autre chose du candidat. Donc, ça demande effectivement, je pense, un peu plus d'attention. Et je pense que c'est quand même pour les candidats que c'est le plus difficile. Et puis, pas oublier de bien ranger sa chambre ou son environnement avant de passer un entretien, parce que voilà, j'ai eu quelques surprises un peu bizarres. Et après, voilà, tout le monde fait comme il peut et on fait attention. Mais ce qui est important, c'est vraiment de se dire que moi, je suis convaincue, et Claire le disait, c'est que la relation physique et la relation à distance, elles sont hyper complémentaires. Et elles sont complémentaires pour évaluer des gens, pour résoudre des problèmes, pour vivre des moments ensemble. Et on ne peut pas basculer trop de l'un à l'autre. Ouais, c'est pas tout l'un, tout l'autre. Ouais. Très bien. J'ai une dernière question, parce que il est déjà 11h20, on se dit plein de choses intéressantes et du coup, ça file. Est-ce que vous, dans votre fonction, vous avez des choses qui ont changé en termes d'organisation? Est-ce que vous avez des nouveaux process que vous avez mis en place? Je dirais plutôt d'un point de vue métier, parce que j'imagine qu'il y aura un avant et un après, c'est sûr, et il y a des choses qui vont changer, peut-être qui sont… Alors, il y a plein de choses qui changent. Alors, la fonction RH, moi, je représente la partie talent management, mais je travaille en proximité avec tous mes homologues et toute la fonction RH est en mouvement, mais j'espère qu'elle l'était avant, parce que comme tous les autres métiers, on est amené à évoluer. Moi, ce qui change concrètement dans mon métier, c'est que j'ai une grosse partie d'animation d'événements. Oui. Et ça a été pas une difficulté, mais un effort supplémentaire. On a, par exemple, digitalisé notre parcours d'onboarding. Donc, ça marche, mais ça répond pas exactement à ce qu'on voudrait. Et là, on vient d'apprendre qu'avec les nouvelles restrictions, il y avait un événement qu'on avait prévu où il faut fournir à manger de temps en temps quand on passe une journée ensemble. Et en fait, on ne peut plus vraiment le faire. Donc, ça semble anecdotique, mais ça l'est pas complètement parce que ces moments-là font partie intégrante. La formation s'est beaucoup transformée. Il y a beaucoup de formations qu'on a pu digitaliser. Il y en a d'autres où c'est plus difficile. Donc, on réfléchit à d'autres formats. On fait des plus petits groupes. On a maintenu, on parlait de la QVT. On a tout un dispositif qui s'appelle Avast Love You où on a plusieurs événements. Mais on a complètement transformé. Avant, on avait des massages, la réflexologie, plein de choses qui s'expérimentent. Voilà, on bascule en digital. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention aussi. C'est que moi, personnellement, alors je ne suis pas représentative de la population, mais je pense qu'on est plusieurs comme ça quand même. Au bout d'un moment, on en a un peu marre de faire de la visio. Et donc, il faut le faire quand ça va bien. On avait digitalisé, par exemple, des cours de yoga. Pendant le confinement, je pense qu'on est prêt à le faire. Dans la durée, à un moment, on a quand même envie de se retrouver aussi. Alors, en ce moment, on ne peut pas trop, mais dans une vraie salle de yoga avec d'autres gens qui font la même chose et pas tout seul sur son tapis dans sa maison. Et ça marche pour tout le reste. Oui, voilà. C'est comme le travail, en fait, et le présentiel, il y a encore là aussi un bon rythme à trouver entre donner à distance du contenu et des choses qui vont motiver les gens et en même temps garder ce lien physique qui reste indispensable. Et puis le plus important, c'est peut-être préparer la suite, c'est-à-dire qu'à un moment, que j'espère pas trop lointain, on aura une vraie articulation de télétravail et de travail sur site, et le travail sur site redeviendra quelque chose de… même si ça l'est encore aujourd'hui, j'en suis convaincue, mais reprendra toute sa dimension de société apprenante, de société qui partage, de lien social entre les gens et d'efficacité professionnelle. Et il reprendra peut-être un peu le dessus par rapport d'ailleurs au télétravail dans les aspirations des gens, parce qu'il proposera quelque chose de nouveau. Là, aujourd'hui, il y a vraiment des contraintes des deux côtés, donc il faut doser chaque élément.
Non, c'est clair, c'est le bon dosage qui est justement difficile à trouver et qu'il faut réussir à mettre en place. Je crois. Est-ce que vous faites des questionnaires, des sondages un peu pour vos... Oui, alors on en a fait un juste à la fin du confinement, justement pour préparer cette réouverture sur site. Là, je suis en train de travailler sur un prochain questionnaire qu'on voudrait adresser. Toute la difficulté, c'est quelles sont les questions qu'on pose pour qu'elles soient pertinentes. C'est-à-dire que on aimerait tous poser beaucoup de questions sur la projection dans l'avenir. Et alors, ça, je pose plutôt la question à Claire. Je ne suis pas sûre qu'on soit aujourd'hui capable de se projeter plus loin. Je ne sais pas, Claire. Oui. Les choses évoluent presque au jour le jour, enfin de semaine en semaine, et c'est très très difficile de se projeter, bien sûr. Oui, je suis d'accord avec vous. On n'a aucune perspective de sortie de crise immédiate, ou au contraire. A priori, les choses vont peut-être se durcir même. Donc, On sera mercredi. On sera mercredi. Mais je pense que sur les questionnaires, c'est un point important, c'est que je suis convaincue, c'est qu'il ne faut pas poser des questions aux salariés, des questions auxquelles on ne peut pas apporter de réponse. Donc, il faut rester très, très pragmatique dans ce qu'on pose comme question, et notamment, effectivement, prendre des nouvelles. On avait, par exemple, on avait fait un questionnaire qui était nominatif, et chaque salarié pouvait demander à être contacté soit par sa RH, soit par sa médecine du travail, soit par un représentant du personnel, pour partager sa situation individuelle. Et donc, et on s'est attelé à faire tous ces calls dédiés, en plus de ce que le manager avait déjà fait dans le contact individuel avec chacun. Et vous avez appris des choses en faisant ça, ou au contraire, ça vous a... Alors, sur les calls individuels, non, c'est qu'en fait, ce qu'on a appris, mais je pense que ça, Claire le connaît 10 fois mieux que moi, c'est qu'on a besoin parfois juste de mettre un problème sur la table pour qu'il soit à moitié résolu. Et voilà, et de partager sa difficulté, c'est déjà l'admettre, et donc on passe assez vite à la suite, je trouve. Oui, que le salarié puisse avoir un espace en fait où il puisse s'exprimer, être écouté. Et oui, tout à fait. Ça permet souvent de résoudre le problème ou de trouver des solutions plus facilement, bien sûr. Parce que, en fait, c'est vrai qu'on aurait tendance à penser, moi qui suis pas dans vos deux fonctions, que la proximité, elle est impossible ou presque à distance. Mais au final, on arrive quand même à mettre des outils en place justement pour garder cet échange, garder un peu de transparence, une oreille attentive. En fait, ça, le téléphone le permet tout à fait, un sondage le permet tout à fait, ouais. Okay. Mais ça suppose effectivement de communiquer plus et d'écrire plus. C'est-à-dire que pour des sociétés très orales comme la nôtre, pour la société très orale dont je fais partie, c'est important d'écrire. Alors, c'est pas forcément notre vecteur de communication privilégié. Donc là, on a beaucoup plus écrit, on a fait des newsletters, on a partagé beaucoup de choses. Et c'est une question de dosage. C'est-à-dire que trop de newsletters, c'est hyper polluant parce qu'on a l'impression qu'on est submergé de trucs, de gens qui sont pas dans la même situation que nous. Donc voilà, à chaque fois, il faut communiquer plus, écrire plus, et puis peut-être faire attention aussi aux managers à qui on a demandé beaucoup de choses. Et qui, pour le coup, eux, je pense, sont peut-être ceux pour qui la solution et la situation est la plus compliquée parce que beaucoup de demandes individuelles, beaucoup de cadrage de direction, et il faut arriver à ajuster les deux. Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que j'imagine que vous n'avez pas pour autant recruté 3 paires de bras pour écrire tous ces emails, et parce que ces managers à qui on va demander aussi plus d'implication pour garder cette proximité, ces échanges, ils ont tout le reste et tout l'à côté à gérer. Donc ça demande en effet, j'imagine, beaucoup d'organisation. Je pense que c'était... Enfin, vous me contredirez si je dis une bêtise, mais ça a dû être encore plus difficile quand on s'y attend pas et quand il y a un confinement qui arrive et qui nous tombe dessus, et c'est de manière inopinée comme ça, qu'aujourd'hui on est quand même plus prêt à mettre des choses en place avec un peu plus de recul. Alors, on n'est jamais prêt à se reconfiner, hein, on est bien d'accord, enfin, c'est certain. Mais en tout cas, d'un point de vue ressources humaines, c'était un peu plus organisé. Alors, on est plus prêt, oui et non. C'est-à-dire que, honnêtement, si on pouvait ne pas envisager cette option, ce serait très bien. Et ça, c'est que ma conviction personnelle, je pense que ça se passera moins bien s'il devait y avoir une deuxième période de confinement, parce que la première, elle est bornée dans le temps, même s'il y a eu des prolongations. Et on sait qu'elle a un caractère exceptionnel. Dès que ça arrive 2 fois, c'est plus exceptionnel. Donc, oui, c'est ça l'idée. Ce qu'on sait sur le plan psychologique, en tout cas, pour que ce soit mieux toléré, c'est que les périodes les plus courtes
et dont on connaît déjà la date de fin sont celles qui sont les mieux vécues psychologiquement. Donc, si on part sur une période là où ils nous annoncent, je sais pas, 2 semaines de confinement et on sait que la fin arrivera dans 2 semaines, ce sera probablement mieux vécu, c'est certain, que si on nous dit on se reconfine et on ne sait pas encore tout à fait la date et c'est parti peut-être à nouveau pour 6 ou 7 semaines. Oui, tout à fait. Sur le plan psychologique, c'est pas du tout pareil. Magali, je vois qu'on a une question de Agathe. Comment envisagez-vous l'après-crise? Merci, oui. Alors, je ne sais pas si la question m'était adressée ou était adressée à Claire. Honnêtement, j'en sais rien. À la fois parce que les difficultés économiques sont réelles. Ce qui est certain, c'est que le rapport au travail change et qu'effectivement, on a beaucoup qui, notamment certains de nos représentants du personnel, qui disaient mais en fait, il faut qu'on avance, il faut qu'on fasse des accords, il faut qu'on prévoie ce qu'on va faire après. Mais en fait, honnêtement, j'en sais rien. Je pense que ce sur quoi nous on travaille, c'est vraiment de se dire quelle est l'expérience qu'on va proposer demain sur site, qui fait qu'on a envie d'y revenir et qu'on vit quelque chose de différent. Ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas reprendre tel quel. On ne redemandera pas 100% de temps à l'agence parce que, honnêtement, je pense que personne ne sera prêt à le faire. En revanche, il va falloir qu'on soit agile et qu'on fasse des petits pas au fur et à mesure. Mais surtout, j'aimerais bien savoir quand c'est l'après-crise. Ouais, nous aussi, c'est clair. C'est clair. Je vois qu'il est déjà 11h30. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions dans le chat? Sinon, on va devoir conclure et de toute façon, on pourra y répondre après. Nous, on reste évidemment disponible. Je vois que quelqu'un est en train de taper. Oui. Bon, j'attends 2 minutes le temps de... Alors... Est-ce que si l'innovation managériale, avez-vous réalisé des accords d'entreprise pour le télétravail? En fait, on a des accords qui étaient en cours pour lesquels on a pu faire des avenants. Et effectivement, il y a des endroits où on n'avait pas encore d'accord. Ce qui est compliqué, c'est c'est que le temps de négocier un accord, je pense que tout peut changer encore. Donc c'est là, il faut qu'on ajuste un peu. Il faudra effectivement à moyen terme qu'on ait clarifié tout ça par des accords, mais je pense que garder de la flexibilité nous oblige aujourd'hui à rester souple sur ces éléments-là. Et puis surtout, on veut pouvoir adresser les situations individuelles, soit de gens qui habitent très loin, vous parliez de personnes en situation de handicap ou de personnes qui sont effectivement qui ont très peur aujourd'hui de prendre les transports en commun, alors qu'effectivement d'autres pourraient moins avoir peur. Donc voilà, il faut à la fois qu'on cadre, mais qu'on reste souple. Donc j'avoue qu'on prend notre temps, mais on échange de manière très régulière avec nos élus pour s'assurer qu'ils sont aussi alignés avec nous. Ça marche. Et puis, on a une dernière question de Jawida qui demande comment la crise fait évoluer la vision traditionnelle du management. Une question large, mais question oui, pertinente parce que ça change, c'est sûr. En fait, ça ne devrait pas changer. C'est-à-dire qu'on devrait déjà tous manager par la performance, l'objectif, avec beaucoup de feedback et d'accompagnement. Les Français, on n'est pas forcément les champions sur ce domaine-là. Non, je pense que ça accélère ce point-là. Claire en parlait en introduction en disant que ça développe l'autonomie. Oui. Mais l'autonomie, elle passe par la confiance. Donc, effectivement, c'était assez drôle au début du confinement. Il y a certains de nos managers qui se sont dit pour bien faire, vraiment dans une volonté de bien faire, on va faire un point le matin, un point le soir. En fait, ça marche pas. Enfin, c'est hyper contrôlant. C'est pas managé par la confiance. Donc, je pense qu'il faut accompagner les managers plutôt sur comment je manage des gens qui sont sur place et des gens qui sont à distance et le fait de ne pas avoir tout le monde en même temps. Comment je fais ma réunion d'équipe, par exemple, pour qu'elle soit inclusive, quel que soit l'endroit où je me situe. Et sur le reste, oui, le manager petit chef, ça fonctionnait déjà plus en fait. Donc voilà. Donc ça, il faut qu'on arrête de toute façon, mais au moins ça va nous obliger à le faire. Ok. Bon, on va devoir conclure. Je vois qu'il est 33 et on vous avait promis de garder le timing. Bon, alors,
on voit, c'est un enjeu majeur. Hein. Si je devais conclure et qu'on devait répondre si je devais retenir un seul conseil des retours d'expérience de Claire et de Juliette, je pense qu'il faut redoubler de flexibilité. À la fois sur la forme, hein, sur les horaires, le travail à distance, la visio, etc., les process, mais aussi sur le fond. J'ai l'impression qu'il faut faire preuve de beaucoup d'écoute et de réinventer en fait ces modèles pour développer la proximité, malgré le fait qu'on ne soit pas forcément toujours en physique et que ça soit pallié entre du présentiel, du physique. Quand on sait aujourd'hui, on a écrit un livre blanc sur le sujet avec nos équipes chez Médecins Directs. Et il y a un chiffre qui est très fort qui dit que 89% des salariés se disent plus motivés lorsqu'ils sont considérés. Et en fait, ce chiffre, il est hyper parlant. Il se dit il dit simplement, si j'ai mon employeur qui se soucie de mon bien-être, je vais être capable de lui donner plus. Et c'est toujours ça de toute manière, et c'est un principe un peu général dans la vie, mais il y a une question, on donne chacun, et cette écoute, elle est hyper importante, et il faut redoubler du coup d'efforts pour développer tout ça. D'ailleurs, si vous voulez le livre blanc, si Amélie peut nous le mettre là dans le chat, si certains veulent le télécharger, n'hésitez pas, on a essayé d'y réunir plein de bons conseils. Et puis, il va me rester à vous dire merci beaucoup à vous deux, c'était top de pouvoir avoir votre expérience. Si vous avez besoin de plus d'informations chez Médecins Directs, on a développé des programmes de bien-être, alors qui vont même au-delà de toute la partie psychologique. Que Claire, entre autres, pilote chez Médecins Directs. On fait aussi des programmes pour accompagner les gens sur de la nutrition, sur de l'activité physique. Donc, si vous voulez en discuter avec nous, par ailleurs, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres questions par rapport à tout ça et toutes les infos dont on a pu parler, n'hésitez pas non plus à nous envoyer un petit mail. On se fera un plaisir de vous répondre. Et puis, à bientôt. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci.